Claire est dirigeante. Le lundi, son divorce est prononcé. Le mardi matin, elle est au bureau. Personne ne remarque quoi que ce soit. Elle est à l'heure à toutes ses réunions. Elle boucle enfin un dossier qui traînait depuis des mois. Autour d'elle, on lui dit presque avec admiration « Je ne sais pas comment tu fais ». Elle répond toujours la même chose. « Ça me fait du bien de travailler. Ça m'occupe l'esprit ». 3 mois plus tard, elle est assise en face de moi. Elle n'aurait pas su dire précisément pourquoi elle avait pris rendez-vous, mais son corps, lui, avait fini par parler. Des nuits qui ne suffisaient plus à la reposer, un appétit qui avait disparu et des larmes qui s'installent sans raison apparente. Je crois que beaucoup de femmes qui occupent des postes à responsabilité connaissent ces situations. Pas parce qu'elles sont plus fragiles, mais parce que souvent elles ont appris qu'il existait un prix à payer lorsqu'elles laissent paraître une faille. Alors elles deviennent extraordinairement compétentes pour continuer. Continuer pendant un deuil, continuer après une séparation, continuer pendant la maladie d'un proche, continuer jusqu'à ne plus savoir ce qu'elles ressentent vraiment. Le problème n'est pas de travailler, ni même de beaucoup travailler. Le problème apparaît lorsque l'activité devient le seul endroit où l'on se sent encore respirer. Quand le silence devient plus inquiétant qu'une boîte mail pleine. Quand une journée sans réunion paraît plus difficile qu'une journée de 12 heures. Alors ce n'est pas seulement de l'investissement, c'est une protection. En séance, je ne demande jamais à quelqu'un de ralentir. Je pose une autre question, une question très simple. Si pendant 1 heure, vous n'aviez absolument rien à faire, qu'est-ce qui, émotionnellement, viendrait vous chercher ? Ce que nous tenons à distance n'a pas disparu. Nous avons simplement cessé de le rencontrer, de le vivre. Et une émotion qui n'est jamais traversée ne disparaît pas. Elle change seulement de langage. Elle devient de la fatigue, de l'irritabilité, une agitation permanente, un sentiment de vide, parfois cette étrange impression d'être présent partout, sauf auprès de soi. Et pourtant, lorsqu'on accepte enfin de rencontrer ce qui faisait si peur, il se passe souvent quelque chose d'inattendu. La douleur ne prend pas toute la place, elle prend simplement la sienne. Et toute l'énergie qui servait à tenir à distance redevient disponible pour penser, pour aimer, pour créer, pour choisir. On croit souvent qu'en laissant enfin entrer la tristesse, on va s'effondrer. Mon expérience est presque toujours différente. Les personnes ne s'effondrent pas. Elles cessent simplement de consacrer une énergie immense à empêcher un effondrement qui, bien souvent, n'arrive jamais. Elles ne deviennent pas plus fragiles, elles deviennent plus libres. Plus libres de choisir, plus libres de dire non, plus libres de travailler parce qu'elles en ont envie, et non parce qu'elles ne savent plus comment s'arrêter. Je crois que nous nous posons trop souvent les mauvaises questions. Nous nous demandons pourquoi nous sommes toujours occupés. La vraie question est peut-être ailleurs. De quoi mon rythme me protège-t-il ? Et surtout, qu'est-ce qu'il m'empêche de ressentir ? Parce qu'au fond, il y a parfois une immense différence entre être très occupé et être réellement vivant. La semaine prochaine, je vous parlerai de celles qui ont enfin obtenu le poste, le titre ou la reconnaissance qu'elles poursuivaient depuis des années. Et de cet écart souvent déroutant entre ce que l'on imaginait ressentir et ce que l'on ressent réellement. D'ici là, prenez soin de vous.